Eh ben, on est parti. C'est parti pour l'enregistrement. Donc, bienvenue dans ce webinaire de lancement du parcours de création d'un mot léger et le lancement des premiers contenus, la phase zéro. Donc, comme je le disais, on est ensemble pour 1 heure et demie. J'en profite également pour me présenter. Donc, je serai ce soir votre facilitateur de webinaire. Donc, m'appelle Vincent. Je suis salarié de l'équipe de l'association Amo Léger et je suis en charge des plateformes numériques dans l'équipe. Et Berthilde, est-ce que je te laisse te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Berthilde et je suis chargée de communication, de l'association Amo Léger et je vais m'occuper ce soir de la modération et de la technique. Merci Berthilde. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est 2 personnes, qui seront également disponibles pour répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas dans l'onglet chat à ajouter vos questions pour qu'on y réponde au fur et à mesure. Petit contexte par rapport à ce webinaire, comme beaucoup d'actions qu'on mène chez Amolégé, toutes ces actions de transmission, c'est des actions qui, notamment ont, pour cette fois-ci, eu le soutien, de 2 financeurs qu'on souhaite remercier. Tout d'abord, les services de l'État, qui, nous financent à travers l'opération France 2030. On a répondu à un appel à projet il y a quelques années. Et du coup, ces webinaires et notamment le sujet de ce soir, le parcours, sont des actions qui ont été en partie financées grâce à cet acteur. Et également, souhaite remercier l'ADEME qui a également financé une partie de ce webinaire et de cette opération, enfin du parcours qu'on va vous présenter ce soir, dans le cadre, là par contre pour la ADEME, d'un projet commun avec l'association Habitat Participatif France et la coopérative Oasis, donc un projet qui s'appelle HabitR, ou habiter. Il peut se prononcer de deux manières. Donc voilà, on vous tenait à remercier ces organismes qui ont pu nous aider sur la création de ces projets. Pour autant, on tient à vous partager que ces actions, pour nous, en fait, elles ne peuvent exister que grâce à nos généreux et généreuses donateurs et donatrices qui nous aident grâce à leur soutien financier. On vous a mis là un petit QR code et Bertil vous pourra mettre le lien d'une campagne de financement de fin d'année concernant ce parcours qu'on va vous partager juste après. Il sera rappelé également en fin de webinaire, mais voilà, on tenait à vous partager que ces actions ne sont possibles que grâce au soutien de nos donateurs et nos donatrices. Le programme de ce soir. Donc ce soir, après une petite introduction de ce qu'on va aborder, on va pouvoir vous présenter le parcours en lui-même, donc ce parcours de création d'un homologué, ce que c'est concrètement et pourquoi on l'a créé dans l'association homologée. Après, on va pouvoir aborder de quoi se compose, donc la structure du parcours, de quoi se compose, quels sont les différents éléments du parcours. On va pouvoir aborder aussi en détail la phase zéro, donc qui est une toute première phase pour se lancer individuellement dans la création de ce hameau léger. Et on aura un petit temps de questions-réponses, un échange plus interactif en fin de webinaire, avant des prochains pas qui clôtureront ce webinaire. Pour rappel, peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, je préfère le rappeler, on ne sait jamais qui on est chez Amolégé et ce qu'on fait. Donc, Amolégé, on est une association d'intérêt général à but non lucratif, créée en 2017. On agit sur tout le territoire français et notre mission, c'est d'accompagner à la création d'éco-hameaux accessibles financièrement pour permettre à tous et à toutes d'habiter de manière durable et solidaire. Donc, c'est ce qu'on appelle le hameau léger. Donc, on aide au développement de ce format d'habitat qui répond à notre raison d'être affichée sur la présentation. Pour cela, on a 3 grands types d'actions qu'on mène dans l'association. La première, c'est de faire de la sensibilisation et du lien. Donc, on fait des grandes actions qui permettent de relier des publics qu'on souhaite toucher, donc des futurs habitants dans les hameaux légers, des élus, des professionnels de l'habitat. Et donc pour ça, on organise des événements, souvent, notamment le plus connu, c'est notre festival Les Palourdes, qui chaque année regroupe entre 400 et 500 personnes autour de ces modes de vie réversibles et participatifs. Donc c'est un des exemples et on organise pas mal d'événements. La deuxième grande action qu'on mène, c'est de la transmission. Comme ici ce soir, on organise beaucoup de webinaires, des événements pour transmettre les connaissances que nous, en tant qu'association, avons pu acquérir au fil de nos expériences
et les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc ça peut passer par des événements de transmission comme ce soir, ça peut passer aussi par des ressources en ligne ou papier. Je pense notamment au parcours que je vais vous présenter juste après, ou à des livres. Par exemple, on a écrit un livre sur l'installation d'habitat réversible qui s'appelle Habiter léger. Donc voilà, tout ça, c'est des documentations qu'on crée et qu'on diffuse de manière le plus largement possible. Et le troisième grande action qu'on fait, c'est d'accompagner des projets. On a une offre d'accompagnement qui permet de faire émerger des projets partout en France pour pouvoir faciliter l'installation de nouveaux foyers dans ces nouveaux modes de vie voilà, partout sur le territoire français. Voilà les trois grands types d'actions. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site web hameau-léger.org. Petite deuxième remise en contexte, c'est aussi ce que c'est un hameau léger. Puisque du coup, je vous ai dit juste avant qu'on accompagne des hameaux légers, ça nous semble toujours important de rappeler ce que c'est un hameau léger. Donc les hameaux légers, c'est des lieux de vie participatifs qui accueillent entre 5 et 15 maisons écologiques très abordables, avec autour des espaces partagés entre les différents foyers voisins qui vivent sur le lieu. Et tout ça réalisé en partenariat avec des communes. Donc, globalement, le hameau, c'est trois grandes choses. C'est déjà des habitants qui louent de manière collective un terrain via un loyer abordable. C'est souvent c'est un bail de longue durée. Il y a différents types de baux, mais du coup, c'est de l'habitat permanent avec des clauses anti-spéculatives. Donc, c'est pour enrayer la spéculation immobilière. Donc, c'est des lieux dits accessibles et qui sont anti-spéculatifs. Donc ça, c'est le premier point, le foncier. Deuxième point, c'est que chaque foyer vit dans des habitats réversibles, abordables, peu consommateurs et qui concentrent les espaces utiles au quotidien, donc l'habitat individuel. Et le troisième point, c'est les espaces partagés, les espaces communs qui sont mutualisés entre les habitants pour mutualiser des usages et des espaces de vie complémentaires. Donc le hameau léger, c'est ces trois grandes notions. Le foncier, pardon, dont les habitants sont locataires, l'habitat réversible, écologique et de petite taille, et les espaces communs qui permettent de mutualiser des espaces de vie complémentaires. Et pour terminer cette introduction, du coup, euh, voilà un peu la carte de tous les projets qu'on accompagne aujourd'hui. Donc, on a à peu près une trentaine de projets partout en France, majoritairement dans l'ouest de la France et dans le sud-est, qui sont un peu nos deux territoires fertiles en France, mais on en accompagne un petit peu ailleurs. Voilà pour la petite introduction. Et pour rendre ce webinaire un petit peu interactif, maintenant, je vais vous proposer de vous connecter à ce lien. Donc, tout au long du webinaire, je vais vous proposer de répondre à quelques questions. Le but, c'est un petit peu aussi d'apprendre à vous connaître de manière collective pour pouvoir voir voilà, d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous en êtes dans un projet, est-ce que vous êtes déjà dans un projet. Et donc, du coup, je vais vous proposer de vous connecter. Alors, merci Berthilde qui a partagé le lien dans le chat. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien, il n'y a pas besoin de vous connecter. Ça va juste être une petite expérience de sondage. Et dès que vous êtes prêt et prête, je vais pouvoir lancer la première question. Normalement, si vous vous connectez sur le lien, que ce soit depuis un téléphone ou un ordinateur, vous devriez pouvoir accéder facilement. Je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé. La première question, c'est où est-ce que vous vivez actuellement? Voilà. On a envie de savoir d'où viennent les personnes qui projettent de vivre en habitat, en hameau léger, pardon. Petit à petit, ouais, majoritairement tout le monde a répondu. Bon, ce qui m'étonne pas, la Bretagne est en tête, mais c'est bien réparti sur tout le reste du territoire français. On a quand même pas mal Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France, mais après, ouais, ça se répartit un petit peu. Intéressant. En tout cas, merci pour ces partages. Ça permet de mieux vous connaître et du coup de pouvoir voir un peu qui on arrive à toucher grâce à nos événements. Et on peut enchaîner sur une deuxième question. Est-ce que vous avez une attente pour ce webinaire? Donc là, vous pouvez entrer un petit texte voilà, de votre attente. Ça nous permettra d'adapter le format en temps réel.
Alors, de la méthodologie, je vois des infos, des informations, de la motivation, vision d'ensemble, de l'aide, du lien, clarification, de la rencontre. Ok, se poser les bonnes questions, j'ai vu. Des compétences juridiques, ligne directrice, il y a de la curiosité, besoin de clarté, donc pas mal de choses. Je revois de l'égalité, de la loi, pas mal de cadres légaux. L'information concrète, préparer l'avenir, ok, et belles intentions, ça fait plaisir à voir. Comprendre le processus, savoir par où commencer. Ok, je vois que ça bouge plus trop. Je pense que c'est assez stabilisé. Donc ça m'a l'air bien. En tout cas, ça a l'air globalement, j'entends besoin de l'information, des informations qui peuvent être des fois plus précises sur le contexte juridique, besoin de se motiver aussi. Je vois aussi trouver un terrain. Voilà. Ok. Bon bah globalement, ce soir, on va pouvoir aborder ça. Alors, pas en précision sur tout, mais c'est le but du sujet de ce soir, le parcours a pour but de vous apporter de la méthodologie, des informations et de pouvoir vous aider en autonomie du coup de votre côté. On va pouvoir repasser à la présentation. Du coup, la présentation du parcours de création d'un hameau léger. Déjà, petite préambule sur c'est quoi ce parcours. Donc ce parcours, en fait, c'est un format qui est issu de longues années d'expérience de l'association Hameaux Léger. Comme je disais juste avant, on a aujourd'hui une trentaine de projets accompagnés, donc qui peuvent être du stade au tout début d'accompagnement, comme déjà installés. Et donc du coup, au fur et à mesure de tous ces accompagnements, l'association, donc les accompagnants, les accompagnantes de projets, mais également les formateurs, les formatrices, toute l'équipe, a pu acquérir beaucoup de connaissances beaucoup de connaissances sur beaucoup de sujets comme comment gérer le factoring collectif, quel est le cadre réglementaire pour s'installer, comment financer un projet, quelle architecture, quel aménagement, euh, quelle relation aussi avec les territoires d'implantation. Donc beaucoup de connaissances que on transmet dans nos accompagnements et qu'on souhaite aussi rendre le plus accessible possible au plus large public possible. Et du coup, on a créé ce qu'on appelle un parcours théorique lié à toutes nos expériences d'accompagnement passées dans les projets de Hameau Léger. On tient à préciser que ce parcours, ce que c'est important pour nous, en fait, que c'est une vision d'ensemble d'une installation à hameau léger, mais qu'en aucun cas ça ne peut dire la vérité ou la meilleure manière de monter un hameau léger, puisque chaque projet, et ça on a pu le vivre par nos expériences, est unique et va avoir on va dire, ses expériences différentes, que ce soit des hauts, des bas. Et donc du coup, c'est difficile pour nous de retranscrire toutes les expériences possibles en une synthèse, si je puis dire, un parcours synthétique. Donc, ça reste un guide méthodologique qu'on vous partage, mais en aucun cas, c'est la vérité absolue. Il y aura beaucoup d'éléments qui vont vous servir fortement, mais c'est sûr que une expérience de hameau léger ou l'expérience que vous pourriez vivre, bah, du coup, sera toujours un peu à côté, pas dans le même ordre, et c'est normal, parce qu'en fait, chaque expérience est unique. Donc voilà, on est vraiment dans la synthèse de tout ce qu'on a pu vivre, mais sans être le plus exhaustif possible. Et ça sera d'ailleurs un document qui sera amené à évoluer au fur et à mesure du temps. Et bah déjà, du coup, je voulais vous partager que ce parcours, il est accessible en ligne et gratuitement. Donc, vous avez peut-être pu voir le lien amo-léger.org/parcours création amo léger. Et du coup, bah, je peux vous annoncer que la première phase, la phase 0, est accessible. Donc, si vous allez directement sur la page du parcours, comme ici même, et que du coup, peut-être vous y êtes sûrement déjà passé, la phase 0 est déjà publiée. Et donc, du coup, vous pouvez accéder aux différentes ressources dès maintenant. Voilà, c'est accessible en ligne sur notre site web. Et du coup, je voulais vous présenter, avant de commencer, d'aller dans le détail, ce parcours dans son ensemble. Donc ce parcours, comme je disais, c'est le reflet synthétique des connaissances acquises par l'association pour s'installer en hameau léger. Et ce parcours se résume en 6 phases. Donc de la phase 0, qui est le tout début
d'un projet avec des individus qui commencent à se connecter jusqu'à la phase 5 où les gens sont installés et vivent sur le lieu, en passant par l'émergence d'un groupe, la recherche d'un lieu, la conception et les demandes d'autorisation pour s'installer et les chantiers. Donc c'est un parcours chronologique. Et on l'a voulu comme ça, pour vraiment donner une lecture chronologique d'un projet, puisque les projets d'un homologué sont des projets qui ont une logique chronologique. On a voulu segmenter en 6 phases, 6 grands temps, avec 6 grands objectifs qui un peu dessinent l'installation à un hameau léger. Et donc du coup, dans ces 6 phases, on va retrouver pas mal de contenu enfin, vous allez pouvoir retrouver pas mal de contenus qui vont venir nourrir chaque phase, chaque grand temps de montage d'un mot léger. Hop, et on va pouvoir repasser sur le petit sondage Menti pour passer à la question suivante. Quel est, si vous l'avez parcouru, et quel est votre ressenti suite à cette vision d'ensemble? Qu'est-ce que vous fait de voir cette vision d'ensemble du parcours, donc ces 6 grandes phases que je peux remontrer, hop, juste ici, comme ça sera peut-être plus clair. Ouais. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait de voir toutes ces connaissances, ce parcours chronologique en 6 phases? Ok. Ah, je vois des sentiments vertigineux, de l'enthousiasme, de l'excitation, rassurant, de la clarté, de la cohérence. Ah, rappel, ok, peut-être des personnes sont déjà au courant. Ok, ce sentiment de submersion, waouh, il y a du taf. Merci que ça se voit, ça fait plaisir. Complet avant et pendant, ok. Impatience, de l'envie, ok. Chronophage, top. Merci pour vos partages, ça fait plaisir à voir. Si ça vous va, on va pouvoir continuer dans la suite. Du coup, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce parcours, puisque du coup, on a voulu le penser, ce parcours, pour qu'il soit chronologique, mais qu'il aussi soit flexible, nous, dans la mise à jour qu'on va faire de ce parcours. Et donc, du coup, il a une certaine structure que je souhaite vous partager pour que vous puissiez comprendre comment s'articule tout ça. Dans le parcours, je l'ai un peu résumé de manière schématique comme ceci, on a différents 4 types de contenus que vous allez pouvoir retrouver. Et on va pouvoir parcourir des exemples après. Tout d'abord, donc je l'ai expliqué, vous avez des phases, les 6 grandes phases qui vont échelonner ce parcours de manière chronologique. Vous allez avoir dans ces phases ensuite, et on va pouvoir les parcourir en détail, des modules, donc qui vont être un peu les grands objectifs de chaque phase auxquels voilà, il faut répondre pour faire en sorte qu'une phase soit accomplie dans son ensemble. Et ça, je pourrais donner des exemples après. Et dans ces modules, on va avoir ce qu'on appelle des actions qui sont les guides pratiques à réaliser pour répondre aux modules et aux objectifs des modules. En gros, c'est vraiment une arborescence avec des poupées russes, si je puis dire, dedans. On a des actions dans des modules, dans des phases, ce qui permet d'avoir une arborescence chronologique avec des contenus qui sont plus ou moins flexibles. Et vous allez avoir un 4e type de contenu qui seront ce qu'on appelle des ressources, avec des ateliers, des apports théoriques et des documents exemples et témoignages, qui sont ce qu'on appelle nous des ressources complémentaires à des actions, donc qui vont vous permettre de nuancer peut-être ou compléter des connaissances qui vont être diffusées dans les actions, mais qu'on ne souhaitait pas mettre tout de suite au premier niveau, c'est surtout pour de l'approfondissement. Donc vous avez 4 types de contenus que vous allez pouvoir retrouver dans le parcours. Donc, pour rentrer dans le premier type de contenu, c'est phase. Donc, du coup, c'est, comme je disais, des grandes étapes du parcours. Elles sont chronologiques, ces grandes phases, et elles se terminent par un jalon. C'est 3 caractéristiques d'une phase. Donc, en gros, je passe d'une phase à une autre quand j'ai accompli un grand jalon. J'ai passé un grand jalon, moi, en tant que personne, par exemple, qui monte à un mot léger. Donc, vous pouvez le voir sur le schéma. Voilà, on a une phase, le jalon est passé, on peut passer à une nouvelle phase. Comment ça se traduit sur ces 6 phases? C'est très simple. Quand, par exemple, je prends la phase 0 qu'on va aborder ce soir, avant de se lancer,
c'est une phase individuelle. Et donc, du coup, cette phase, elle est passée quand un individu se connaît et est prêt ou prête à se lancer dans un projet. Donc ça, c'est le jalon à passer. Une fois que, par exemple, vous aurez pris connaissance des ressources qu'on va diffuser, qui sont accessibles en ligne à partir d'aujourd'hui et que vous pourrez prendre connaissance au fur et à mesure des semaines, et bah, du coup, au fur et à mesure des connaissances acquises, pour nous, l'objectif, c'est que vous puissiez vous sentir prêt et prête à vous lancer dans un projet. Une fois que vous vous sentez prêt ou prête, vous pouvez passer à la phase 1 et ainsi de suite. Donc, par exemple, la phase 1, qui est dédiée à l'émergence du collectif. Donc, on passe d'un individu en phase 0 à un groupe en phase 1. Donc, une fois le collectif va pouvoir apprendre à se connaître, à mettre en place les bases de gouvernance, de gestion de conflits, tout ça, tout ça. Ça sera détaillé en temps voulu. Une fois que le collectif est officiellement engagé autour d'un projet, c'est organisé, et bah du coup, il peut passer à la phase 2. Phase 2 qui est autour de la recherche d'un lieu pour s'installer. Donc le collectif en phase 1 a un projet, une esquisse de projet, va pouvoir aller en phase 2 et là, se guider pour rechercher un lieu, pour implanter un mot léger et du coup, réaliser leurs rêves. Une fois que ce lieu adapté, il est trouvé par le collectif et il est sécurisé, si on peut dire, il est contractualisé, je vais y arriver, avec un propriétaire, et bah, du coup, c'est le nouveau jalon pour passer en phase 3 qui est dédié à la conception du hameau léger, donc l'aménagement, l'architecture et les demandes d'autorisation d'urbanisme. Et du coup, cette phase 3 se termine quand les autorisations d'urbanisme sont obtenues. Et pour passer à la phase 4, les chantiers, donc là, c'est le montage, la réalisation du projet. Et une fois que les chantiers sont majoritairement terminés pour une première installation des habitants, on peut passer en phase 5, qui est la phase de vie sur le lieu et qui pour nous ne se termine jamais, puisque du coup le projet, une fois qu'il est installé, il vit, il aura des changements, mais il sera du coup dans une très longue vie, ce qu'on souhaite. Donc ça, c'est les 6 phases. Donc c'est un parcours chronologique. Pour vous aussi donner de la transparence, c'est quelque chose qui se vit sur le long terme. Un projet de hameau léger, ça ne se réalise pas en quelques mois, ça prend plusieurs années à se réaliser. Et donc, du coup, on a voulu ce guide comme une, un guide qui peut être lu d'une traite euh, par toute personne pour prendre des connaissances dans son ensemble, mais qui peut être également vu au fur et à mesure de l'avancée d'un projet, de venir piocher, si je puis dire, dans les connaissances qui seront diffusées par l'association au fur et à mesure de l'avancée d'un projet. Donc, ça peut avoir plusieurs types de lecture, si je puis dire. Donc ça, voilà, c'est les grandes phases de ce parcours. Dans ces phases, on va y retrouver des modules. Donc ces modules, en fait, c'est les grands objectifs à remplir dans les phases. Avec généralement, on y met globalement un livrable. Dans un module, voilà, on va pouvoir, ce qui est attendu généralement, c'est de pouvoir réaliser, par exemple, on va avoir, là en phase 0, on en parlera tout à l'heure, un module, pardon, pour apprendre à se connaître. Généralement, le livrable en fin de ce module, c'est d'avoir formalisé le rêve de son projet. Donc, ça peut prendre différentes formes via différents exercices, mais d'avoir une formalisation visuelle et écrite de son projet à la fin de ce module. C'est un livrable, un des livrables qu'on conseille d'avoir. Et donc, du coup, pourquoi on met des livrables aussi? C'est pour pouvoir aller dans le concret et de faire avancer toute personne qui souhaite aller dans un mot léger, d'avoir des choses palpables à partager et aussi à marquer dans le temps les avancées, parce que pour nous, c'est important de pouvoir faire en sorte que les choses soient formalisées, les rêves, les projections soient formalisées. Par contre, dans ces modules, là où les phases sont chronologiques, les modules dans chaque phase ne le sont pas. Et ils peuvent être traités dans n'importe quel ordre. Là-dessus, nous, on ne voit pas d'importance parce que ça va vraiment dépendre des personnes. Certaines personnes vont vouloir le faire de manière très chronologique en disant bah, l'ordre de Hameau léger, c'est celui-là, moi je le suis. Et d'autres vont vouloir le faire bah, selon les envies, les opportunités, par exemple. Je décide de rencontrer un collectif, et ben, je vais peut-être regarder un module qui concerne la rencontre d'un collectif plutôt que de me renseigner tout de suite sur le cadre réglementaire de l'habitat réversible parce que j'ai une opportunité. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ordre préconçu, en tout cas, vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre. Donc je donnais un exemple qui est en phase 3. Donc c'est par exemple
produire des pièces nécessaires à des dossiers d'urbanisme, permis d'aménager, permis de construire, c'est une étape de la phase 3, conception et autorisation. Et donc le livrable, c'est les autorisations d'urbanisme. Donc ça, c'est globalement le deuxième objet, les modules. Et le troisième objet, c'est les actions. Donc les actions, ça va être des guides méthodologiques à parcourir pour faire avancer votre projet. Donc ça va être globalement, chaque action va vous donner des objectifs en disant cette action a pour objectif de vous faire ça, ça, ça. Il y a un déroulé de l'action. Ça peut être de la prise de connaissance, ça peut être la réalisation d'un exercice. Et du coup, c'est des actions qui sont très pratico-pratiques, très concrètes. Et du coup, chaque module a plusieurs actions. C'est vraiment des poupées russes. Et qui, pareil, ne sont pas forcément chronologiques. Vous pouvez les faire, pareil, dans n'importe quel sens. Des fois, on va peut-être guider en disant, bah, vous avez terminé telle action, on vous conseille d'aller sur la suivante, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut se faire selon ce que vous avez envie de, selon votre parcours, si j'ai envie de dire. Et certaines actions vont être également redondantes et itératives parce qu'il y a des actions qui se répètent dans le temps. Une qui va être, qu'on va beaucoup conseiller, c'est notamment dans les phases suivantes qu'on ne va pas aborder ce soir mais qui viendront par la suite, c'est prendre soin du collectif. Donc c'est une action souvent qui est à répéter puisque c'est des actions qu'il faut réaliser tout au long de la vie d'un projet et ce n'est pas une action qu'on réalise qu'à un instant T, c'est important de les faire de manière itérative. Donc il y a certaines actions, mais on les précise, de toute façon c'est guidé, vous pourrez voir, elles sont itératives. Et le dernier type d'objet, c'est les ressources. Du coup, dans chaque action, comme je disais juste avant, en fait, vous allez avoir un guide méthodologique. Sauf que pour le rendre le plus digeste possible, on a essayé de le rendre synthétique, ce déroulé. Mais comme on sait que des fois, il y a des apports à faire, des précisions, des compléments, et bah, du coup, on a voulu créer une boîte à outils dans chaque action qui vous permet de retrouver des connaissances supplémentaires. Il y a trois types qu'on a regroupés. Des formats d'ateliers. Le premier, c'est des ateliers à pratiquer chez vous. Par exemple, on peut prendre une action qui va être, on va vous demander par exemple dans le parcours de, bah, je vais reprendre, d'apprendre à connaître vos besoins. Pourquoi vous voudriez faire un projet de hameau léger? Et bah, du coup, vous allez avoir un format d'atelier qui va vous permettre de lister vos besoins non négociables. Donc c'est un format en plus qui est en complément et qu'on a associé à une action. Donc des formats d'atelier normalement qui peuvent être individuels ou collectifs à pratiquer chez vous. On a aussi des apports théoriques, deuxième objet de ces ressources dans la boîte à outils. Donc c'est souvent des compléments d'information. Par exemple, vous allez avoir une action dans la phase 0 qui vous apprend un petit peu à découvrir ce que c'est une gouvernance en collectif. Et bien du coup, afin d'être le plus synthétique possible, on a mis à côté, dans des apports théoriques, des ressources autour de la vie d'un collectif, autour des modes de prise de décision. Voilà, c'est souvent des compléments de connaissances. Et le dernier, c'est des documents exemples et des témoignages provenant de projets de Hamoliger déjà réalisés. Donc, c'est souvent par rapport à une action, par exemple, qui est de, je ne sais pas, réaliser son blason individuel. Et bah, du coup, vous allez avoir des exemples de blasons qui existent, qui ont été réalisés par des participants, des personnes qui sont venues dans nos événements. Par exemple, ça peut être aussi sur la gouvernance. Vous aurez une action pour découvrir la gouvernance. Il y a des exemples de gouvernance de collectifs qu'on a pu accompagner. Et donc tout ça, c'est des ressources qu'on va agrémenter au fur et à mesure des mois qui vont venir, au fur et à mesure des témoignages, des connaissances qu'on collecte. Le but aussi d'avoir cette structure, c'est de pouvoir les ajouter petit à petit à notre parcours sans alourdir le contenu des actions qui a pour but de rester synthétique. Donc voilà globalement les quatre types d'actions, les quatre types. Ce que je vous propose peut-être avant de revenir au sondage, c'est de vous montrer un exemple sur le parcours. Comme ça, vous pourrez voir un peu la mise en forme concrète. Donc par exemple, pour le parcours, je souhaite aller sur la phase 0. Donc la phase 0 qu'on a vu, donc on a les 6 phases qui sont chronologiques. Et bah du coup, dans cette phase, je retrouve mes modules. Les différents modules, dans la phase 0, on en a 4 qu'on va pouvoir aborder en précision après. Si je veux aller voir bah, du coup les actions de ce module, je peux l'ouvrir ici, j'arrive sur le module et je peux voir les différentes actions qui concernent ce module. Et donc du coup, je peux les suivre soit de manière chronologique ou pas, selon mes envies. Si je rentre dans une action, j'arrive sur le déroulé d'une action, donc avec les objectifs qui sont en haut,
une petite introduction, le déroulé voilà, qui se déroule de haut en bas avec toutes les informations. Des schémas, on a essayé d'être le plus concret possible avec des contenus textuels, mais aussi des contenus visuels. Et si je vais un peu plus bas, vous aurez en dessous la boîte à outils qui permet d'aller, par exemple, euh, dans un apport théorique, par exemple, là en l'occurrence, qui vous permet de venir préciser, par exemple, via des contenus qu'on a déjà produits, par exemple, un approfondissement de la connaissance présentée, de l'action présentée juste avant. Donc voilà un peu comment ça s'articule. C'est globalement, on a 3 niveaux plus après des connaissances et vous avez après tout sur notre nouvelle plateforme et notre nouveau site web, vous avez la possibilité de pouvoir naviguer entre les différents types de contenus, donc que ce soit les actions, que ce soit les modules qui vous permettent de revenir, à d'autres modules. Donc là, par exemple, j'ai changé de module entre, cette phase et vous pouvez également revenir à la phase, au niveau des phases. Voilà, globalement. Tac et bah, du coup, on va pouvoir passer sur un dernier petit sondage, Menti, qui est la question suivante. On est curieuse de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Est-ce que vous êtes aujourd'hui en réflexion? Vous êtes déjà dans un collectif? Vous cherchez un lieu? Vous êtes dans la conception peut-être d'un lieu déjà? Est-ce que vous êtes en chantier ou, peut-être vous vivez déjà sur un lieu? Peut-être qu'on a dans la salle, et je ne le sais pas, des personnes qui vivent déjà dans des hameaux légers. Je vous laisse le temps de prendre quelques instants pour y répondre. Ah, on a quelqu'un en chantier. Ah, bah, on a quelqu'un qui vit sur un lieu, même deux. Petit à petit, ça se remplit. Mais on a quand même une grosse majorité de personnes qui sont en train de se lancer ou qui sont en collectif, en émergence d'un collectif. Ça bouge plus trop. Et bah, du coup, merci pour vos partages. Bon, globalement, ça tombe bien. Le parcours, il est quand même aujourd'hui la phase qui va nous concerner. Elle concerne surtout la première colonne, un petit peu la deuxième. Mais bon, après, peut-être que même pour des personnes qui sont en recherche d'un lieu et pour pour les temps d'après, pardon, les niveaux d'avancement d'après, peut-être que ces connaissances pourront vous servir. Donc ce soir, ce qu'on lance, c'est la phase zéro. Donc pour revenir à à ce parcours, notre souhait chez Amolégé, c'est de sortir ces phases au fur et à mesure. Peut-être vous l'avez vu dans le teaser, la vidéo de présentation de ce parcours. Du coup, on va sortir ces phases au fur et à mesure. Donc là, dès aujourd'hui, on va vous présenter la phase zéro qui nous concerne ce soir, en fin 2025. Et le but pour nous, il est de continuer sur cette lancée et d'avoir une sortie progressive en 2026, après petit à petit de sortir, dans une intention de sortir tous les mois en 2026, à voir en fonction de notre niveau d'avancement si on arrive à mettre en forme toutes les ressources qu'on a prévues. Mais le but, c'est de sortir au fur et à mesure, hiver, printemps et début d'été 2026, de pouvoir sortir progressivement ces phases. Mais ce soir, on va aborder surtout la phase zéro avant de se lancer. Donc cette phase, elle a pour but, donc c'est la toute première, que nous on estime être par contre très importante dans un lancement de projet, c'est une phase individuelle majoritairement. Elle se termine quand chaque personne qui souhaite monter un MOLG a pu se former, se connaître et mûrir son projet de hameau léger. Donc normalement à la fin de cette phase, vous avez une vision d'ensemble des fondamentaux du hameau léger, donc des composantes du hameau léger et des enjeux derrière ce qu'est un hameau léger. Euh, c'est important pour nous de vous permettre de bien comprendre ce qu'est un mot léger et de comprendre que ce mode de vie a des avantages, des qualités, mais qu'il demande certains choix de vie et que du coup, ça demande certains engagements et pour répondre à ces choix de sobriété, de non-propriété, de vie collective. Donc voilà, c'est pour ça c'est un des grands objectifs de cette phase, c'est de faire en sorte que les fondamentaux de la MOG soient le plus clairs possible.
Le deuxième, c'est de comprendre les enjeux des deux composantes du hameau léger. L'habitat réversible, c'est quoi l'habitat réversible? Comment on s'installe légalement en habitat réversible et comment on le finance? Comment c'est reçu dans les territoires? Donc c'est une des composantes du hameau léger qui est importante à connaître. Et également, le deuxième, c'est l'habitat participatif. Donc, l'habitat participatif, qui est la deuxième composante, le vivre ensemble, cette vie collective. Pour nous, il est important aussi de savoir, de vous offrir dans cette phase une vision d'ensemble de ce qu'est l'habitat participatif et des enjeux qui sont derrière pour, encore une fois, vous permettre de mûrir votre projet. Quand, bien sûr, on parle de hameau léger, d'habitat réversible, d'habitat participatif, il n'y a pas qu'une recette, il y en a plusieurs, il y a plein de nuances. Et du coup, c'est important de vous aider à vous connaître pour savoir quelle nuance vous convient. Est-ce que vous êtes plutôt tel type ou tel type d'habitat réversible? Est-ce que dans l'habitat participatif, vous êtes plutôt sur plus ou moins de collectifs, selon certains choix de vie, certaines valeurs. Ça, en fait, il y a plein de nuances et c'est ce vous allez pouvoir parcourir dans la phase zéro. Et le troisième objectif, c'est d'avoir une meilleure compréhension de vos souhaits de projet pour créer ou rejoindre un collectif. Donc de faire en sorte de mieux vous connaître pour faire en sorte que quand vous allez chercher un collectif ou peut-être si vous êtes déjà en collectif et que vous voulez apprendre à mieux vous connaître, c'est d'abord important pour nous de se connaître individuellement pour apprendre à se connaître collectivement. Donc c'est les trois objectifs de cette phase. Et dedans, je le précisais, il y a 4 modules qui répondent à ces objectifs. Déjà, un module qui est dédié à la prise de connaissance de ce que c'est le hameau léger, ce concept. Le deuxième qui est dédié à l'habitat réversible. C'est quoi l'habitat réversible? Et du coup, comment on s'installe en habitat réversible? De comprendre les enjeux de l'habitat participatif, comme je disais, c'est la deuxième composante. Donc, c'est quoi l'habitat participatif? Quelle forme ça prend? Et quels enjeux je dois comprendre avant de me lancer? Et le quatrième module qui est dédié à mieux vous connaître et à vous positionner dans un projet. Donc, le premier module sur la prise de connaissance d'un hameau léger, donc c'est pour vous permettre de découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le hameau léger, les composantes, le montage juridique et financier, les étapes clés pour vous y installer. Et donc, du coup, il y a 3 actions pour vous aider à découvrir le concept, le montage juridique et financier et les parcours pour vous installer en hameau léger. Le deuxième module, c'est pour comprendre les enjeux autour de l'habitat réversible. Donc, c'est de comprendre notamment les formes d'architecturales, le cadre réglementaire, les clés pour le financer et pour vous installer sur un territoire. Et donc, du coup, on a découpé en 3 actions qui sont la diversité des habitats réversibles, le cadre réglementaire et les autres enjeux qui regroupent les finances et l'installation sur un territoire. Le troisième, que je disais, c'est l'habitat participatif. Et là, on va aborder tout ce qui va être pilotage de projet. Donc, comment on pilote collectivement un projet de hameau léger et de habitat participatif, puisque voilà, le hameau léger reste un habitat participatif. Comment on gère des dynamiques humaines et de la communication en collectif. Et comment on choisit une gouvernance qui nous semble pertinente. Donc là, c'est une introduction de tous ces sujets autour de l'habitat participatif. Et donc, du coup, il y a idem, 3 actions une autour du pilotage, une autour des enjeux humains et de la communication, et une dernière sur la gouvernance partagée. Et le dernier module qui a 5 actions, donc c'est un module dédié pour mieux vous connaître. Donc déjà d'une pour prendre le temps de rêver votre projet, de savoir ce que vous voulez, de définir vos envies de vie collective et d'habitat, de formuler clairement un projet, surtout de définir ce que vous avez envie, mais ce que vous n'avez pas envie pour potentiellement rejoindre un projet de collectif, pour rejoindre un collectif, pardon, ou en créer un en hameau léger. Donc pareil, là, il y a 5 actions. Une pour rêver son projet, une pour connaître ses besoins, ses ressources et ses limites, une pour savoir si vous êtes fait pour le hameau léger. Et le but de cette phase, c'est aussi de vous aider à vous positionner. Et si ce n'est pas le cas, si le hameau léger peut-être n'est pas la solution d'habitat, comment on vous aide à trouver peut-être une autre solution d'habitat qui pourrait être pertinente pour vous. On souhaite fortement que le hameau léger soit fait pour vous, hein, mais on préfère aider les personnes peut-être qui s'intéressent qu'à une des parties, à pouvoir rebondir. Et après, si le hameau léger est fait pour vous, bah, du coup, de formuler clairement votre projet d'habitat et de constituer ou rejoindre un collectif. Donc ça, c'est les 4 modules qui concernent voilà, cette phase zéro et les actions qui en découlent.
Et on va pouvoir aller retourner sur le sondage pour une dernière question. Et après, il n'y en a plus d'autres. Moi, je suis curieux de savoir, est-ce que vous avez déjà abordé des actions, là, des thématiques que je vous ai présentées de cette phase zéro? Est-ce que vous avez déjà consulté ce que c'est le Hamulger? Vous avez déjà consulté ce qu'est l'habitat participatif, l'habitat réversible? Peut-être vous avez lu des documents, des livres sur le sujet. Et du coup, voilà, petite question, petit sondage pour savoir si vous avez pris de connaissance vous connaissez déjà certains sujets de cette phase zéro. N'hésitez pas, ça peut être, il n'y a pas de mauvaise réponse. L'idée, c'est de pouvoir voir un peu ce que vous connaissez peut-être déjà. Ok, visite du hameau léger du Placy, de la découverte, forme d'inconnu, vidéo de hameau léger, vaguement, un petit peu. Ok, on a différents niveaux d'avancement. C'est le futur. Des webinaires qui ont. Ah, livre habité léger, ok. Plutôt habitat réversible. L'ancien MOOC. Alors oui, on est en effet produit qui est référencé dans le nouveau parcours. Donc un MOOC qui est dédié à l'habitat réversible, ok. Donc merci beaucoup pour ce suivi, parce que c'est un MOOC qui date de 2021. De la gratitude, bah, ça fait toujours plaisir. Des connaissances habitat participatif. Tac, tac, tac. Il est venu au festival, ok. Regarde, ok, donc pas mal de choses. Ah, des personnes qui ont déjà autoconstruit leur tiny, je crus voir. Donc oui, déjà des gens avancés dans leur habitat, déjà qui sont déjà en hameau, ok. Et des personnes qui ont pu s'intéresser à ce qu'est le hameau léger, ok. Bah bravo, donc ça fait plaisir à voir. Déjà, toutes les connaissances que vous avez pu acquérir. Donc vous aurez peut-être en effet des redites durant le parcours, c'est normal, hein, on n'arrive pas tous avec le même bagage, mais du coup, le but aussi de ce parcours, de cette structure, c'est peut-être aussi de vous permettre de passer certaines actions ou certains modules que vous connaissez déjà et qui du coup, vous vous dites, bon, bah ça, je peux passer à autre chose, je le reverrai plus tard parce que j'ai déjà des connaissances là-dessus. Ok. Et bah du coup, on va pouvoir maintenant entamer un petit temps de questions-réponses, puisque j'ai pu partager l'ensemble des connaissances que je voulais vous transmettre ce soir. Et là, maintenant, on peut entamer un deuxième temps qui est plutôt une question-réponse. Donc là, vous pouvez, pour que ce soit un peu interactif et que j'arrête de parler tout seul en monologue, on va pouvoir faire en sorte que vous puissiez ouvrir votre micro, partager votre question et qu'on du coup on puisse y répondre de vive voix afin de faire en sorte que tout le monde comment dire, ne pose sa question en même temps, vous pouvez utiliser en bas de votre écran, vous avez, alors soit vous le posez dans le chat et je prendrai le temps d'y répondre, soit vous avez également un petit outil dans l'onglet Réagir. Voilà, bah, je vois Céline, Céline est au taquet. Vous avez l'outil Lever la main qui vous permet de lever la main, comme ça, son nom l'indique, ce qui permet de donner un ordre et donc du coup que moi je puisse répartir la parole pour faire en sorte que ce soit fluide. Voilà. Et bah du coup, Céline, toi qui as commencé, je te propose d'ouvrir ton micro et de poser ta question. Alors, moi, je voulais savoir si quand on crée ou quand on rejoint, il y a besoin d'avoir le même niveau de connaissance. En se disant, ben, la personne qui est peut-être plus moteur, enfin, est-ce que tout le monde a besoin d'avoir tous les niveaux de connaissance? Ou en se disant, bon, parce que moi, ça, enfin, alors je sais pas si c'est un peu particulier, mais l'idée, c'est de pouvoir faire un mot allégé avec des amis et la famille, dont mes enfants qui sont grands. Donc, je me disais, ils vont peut-être pas s'investir autant. Je sais pas s'il y a besoin d'un investissement. Enfin, en termes de temps, ils ont peut-être pas forcément le même temps d'investissement. Donc voilà, c'était un peu la question en se disant, est-ce qu'il y a vraiment des choses essentielles? Donc, je pense se connaître, c'est vraiment essentiel que chacun fasse cette démarche-là. Mais alors, je sais pas si c'est identifié ou pas. Voilà ma question. Bah, merci beaucoup. En effet, question très pertinente. Alors, factuellement, non, tout le monde n'a pas besoin et tout le monde dans un projet d'harmonisé ne sera jamais au même niveau de connaissance. En fait, c'est le cas le plus courant qu'on a pu voir dans les projets d'harmonisé. Si cette préparation, je vais dire, individuelle en amont n'est pas faite, du coup, en amont,
Souvent, ce qui va se passer, c'est que dans la création d'un projet de la Léger, bah, des personnes vont le faire pendant la création. Alors, du coup, ça peut être si le projet s'installe, se monte petit à petit et s'installe, ça va être durant cette phase de montage, donc de ce qu'on a pu voir sur la frise du parcours où le collectif émerge, commence à chercher un lieu, s'installe, fait des chantiers. Donc, du coup, ça va être quelque chose à vivre en parallèle du montage. Alors, certains le vivent bien, d'autres peuvent avoir des fois peut-être une saturation parce que ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Donc, c'est pour ça que nous, on préconise de le faire en amont. Parce que le plus on le fait en amont, d'une certaine manière, plus on est préparé à la suite d'installation. Mais par contre, ça se fait aussi souvent, et c'est un cas courant, ça se fait aussi pour des personnes qui rejoignent des projets de hameau léger installés. Ça, bah, c'est normal. Des personnes découvrent un léger, décident de le rejoindre, et bah, du coup, vont faire ce parcours souvent dans une inclusion. Et donc, du coup, vont le faire pareil sur le tas. Donc, globalement, nous, on conseille de le faire le plus tôt possible pour des personnes qui envisageraient d'aller dans un mot léger. C'est possible de le faire quand on est en démarche de s'installer dans un mot léger, mais c'est vrai que ça va être une chose en plus à faire, si je puis dire, de l'installation, donc soit le montage de projet ou le fait de rejoindre un mot léger. Voilà pour ma réponse. Très bien, merci. Avec plaisir. Boris, je vois que tu as la main levée. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, alors j'ai énormément de questions. Je vais essayer de synthétiser. Voilà, j'ai monté une tiny house. Donc j'ai déjà une maison, mais dans mon jardin. Et j'ai adoré. Et j'ai été très sensibilisé sur bah, toute la partie écologique, tout ce qui se passe en ce moment avec l'immobilier. Voilà, ça va. Je suis un peu activiste là-dedans, on va dire. Et du coup, je suis prêt à monter un collectif. Il y a quelques personnes intéressées. Après, dans un collectif, je trouve que c'est intéressant aussi d'ouvrir le collectif à des gens, ça peut être des jeunes, des vieux, des retraités, des actifs, et ainsi de suite. J'ai plusieurs problématiques, c'est-à-dire comment bien aborder, comment déjà pouvoir rameuter un petit peu des gens et en parler et organiser des réunions. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être la relation avec les communes. Donc j'ai été voir ma commune et le maire, je pense qu'il n'a pas trop compris le projet. Et comment aborder les choses d'une façon, on va dire, un petit peu professionnelle et avoir les bons outils en fait pour aborder les communes et qu'ils comprennent bien la démarche et qu'on ne soit pas là et qu'ils aient pas de... Parce que souvent, on peut avoir une étiquette sur ce type de projet et comment éviter d'avoir une étiquette et de dire, bah non, écoutez, ça va c'est le futur en fait. Ça va dans le sens de l'histoire et l'artificialisation des sols, bah, faut arrêter. Dans l'immobilier, moi, je suis dans une commune où, notamment, il y a une spéculation immobilière qui est très, très importante, où il y a énormément de gens qui ont de plus en plus de mal à se loger, avec des lois qui sont faites au niveau du gouvernement qui font monter les prix, quoi. Donc, bon, il y a tout ça. J'ai énormément de questions. Enfin, voilà, si j'ai essayé de faire une synthèse. Je ne sais pas si tu pourras me répondre. Ouais, merci pour ta question. Alors, je vais pouvoir te répondre. J'ai essayé d'être le plus synthétique aussi possible avec des choses qu'on a concrètement. Alors, pour trouver un collectif, en tout cas pour essayer de formaliser un collectif, c'est bien, je vais pouvoir faire une démonstration du parcours en temps réel. Comme ça, vous allez pouvoir voir où vous pouvez aller creuser. Donc, dans la création de collectif, donc pour créer ou rejoindre un collectif, on a dans le module Mieux se connaître une action qui est constituer ou rejoindre un collectif. Et du coup, dans cette action, on détaille quelques exemples de comment rejoindre un collectif. Est-ce que c'est par des événements? Est-ce que c'est par de la rencontre en ligne, des réseaux professionnels, relationnels? Voilà, on détaille pas mal en fait des solutions possibles qui ont été vécues par différents groupes, donc avec différents retours d'expérience. Notamment, il y a un webinaire qu'on avait abordé là-dessus qui est voilà, ici donc, dans une des ressources, tu pourras regarder Premier pas d'un collectif, qui est un webinaire sur deux collectifs qu'on a accompagnés et qui on donne leur retour d'expérience, que comment ils se sont créés. Donc là-dessus, il y a cette ressource. Ce que je peux partager déjà à court terme, ce qui est possible de faire, c'est que, et c'est précisé dans cette action, c'est possible d'utiliser notre carte au trésor pour ça. Donc notre carte au trésor, c'est un outil
qu'on a mis à jour récemment qui peut vous permettre de vous référencer soit en tant qu'individu, soit en tant que collectif, si vous êtes déjà en collectif, mais souvent c'est plus en individu, de vous référencer sur votre territoire pour dire, bah, moi je suis en recherche d'individus proches de chez moi pour créer un collectif, et donc du coup de vous rendre visible. Sur cette carte, vous pourrez être ainsi contacté soit par mail ou par téléphone si vous en faites le choix. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous ajouter, c'est gratuit bien sûr. Ça vous demande juste de vous créer un compte, puisque du coup, voilà, c'est pour le respect de la gestion des données, on vous demande de créer un compte. Voilà, pour te répondre. Et donc ça, c'était le premier point. Mince, et le deuxième point, ma mémoire Pour me les fait défaut. communes. Pour les communes, voilà, exactement. Merci pour le rappel. Pour les communes, du coup, dans le parcours également, donc si je reviens sur le parcours, il va y avoir des ressources, hop là, dans la phase zéro sur comprendre les enjeux de l'habitat réversible. Il y a une action pardon, sur les autres enjeux de l'habitat réversible. Et dedans, on aborde la relation au territoire. C'est-à-dire qu'on va aborder les différents types d'acteurs. Pardon. Et donc, du coup, ce qui est possible de faire pour pouvoir s'installer. Et dedans, peut-être ça sera plus pratico-pratique. Touk, touk, touk. Ah, je ne les retrouve pas là. Ben, je vérifierai. Parce qu'on a mis en place alors, il y a une erreur, je corrigerai. Il y a normalement 3 présentations qu'on a mis en qui sont en ligne et que je vais corriger pour les relier, qui sont dédiées à comment présenter un projet aux élus, comment se mettre dans la peau d'un élu et comment créer sa présentation à partager. Donc, c'est 3 ressources que tu pourras retrouver pour mieux aborder la présentation d'un projet de Amolg à des communes. Elles sont disponibles, c'est bizarre que je ne les vois pas là, mais tu les retrouveras dans le parcours. Voilà pour ta Et question. si je peux juste, dernier, Oui, est-ce que vous avez des plans d'habitat réversible ou pas du tout sur le alors, site? non, on met pas de. En Ok. tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de plan en tant que tel. On référence des constructeurs, par contre, qui, dans le catalogue de Habitat, on a une ressource qui est le catalogue de Habitat réversible. On référence des constructeurs et des solutions possibles. Nous, c'est vrai qu'on ne documente pas tellement de plans parce que c'est pas trop notre rôle chez Amoléger. Même si on promeut l'habitat réversible et l'installation en habitat réversible, on laisse ce rôle de construction aux constructeurs parce que nous-mêmes, on n'est pas constructeurs. Donc on référence des professionnels, mais on ne référence pas, nous, des modèles de construction. Mais en tout cas, il y a moyen de contacter les constructeurs parce qu'on les référence. Si ça te va, on veut bien passer à la question de Simon, qui a également levé la main. Et je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat, donc je pourrais passer après dessus. Simon, je t'invite à ouvrir ton micro. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Moi, je suis actuellement lancé depuis lundi, c'est tout frais, dans un projet d'habitat participatif qui est hybride. Il y aurait une parcelle pour de l'habitat léger et une parcelle qui a du vieux bâti à rénover. Est-ce que ça rentre dans le contexte habitat léger? Enfin, en gros, moi, ma question, plus largement, c'était plutôt par rapport à qu'est-ce qui rentre dans la définition habitat léger? J'ai vu que dans le parcours, il y avait des informations là-dessus, donc je compte bien aller y faire un tour. Mais quelle est la place de la rénovation dans l'aspect léger d'un habitat? Alors, donc j'imagine, donc merci pour ta question. J'ai bien compris en tout cas qu'il y avait donc 2 composantes dans ton projet d'habitat participatif. Alors, du coup, il est tout à fait possible, donc je vais peut-être revenir à l'origine, c'est que le hameau léger est défini par une charte. En gros, l'association s'est créée autour de ce mode de vie qui est encadré par une charte aujourd'hui en 8 points, donc qui précise les composantes de ce que c'est un hameau léger. Donc là-dessus, sur les formes architecturales, pour nous, il y a pas de souci. En tout cas, un hameau léger peut très bien être un lieu de vie participatif, donc où les communs sont en habitat réversible, comme les communs peuvent être en dur, existant. Je prends 2 exemples. Je prends le hameau léger du Placy qui est en Côte d'Armor. Je peux prendre, enfin, vous pouvez les retrouver sur le site. C'est un lieu de vie où le terrain était nu et les habitants ont posé leurs habitats réversibles et ils ont fait leur commun sur fondation réversible. À l'inverse, je prends le projet de Puigno, qui est dans le Finistère, donc qui est un projet où il y avait déjà sur le foncier une maison qu'une commune a souhaité rénover.
et du coup qui est l'espace commun, et les habitants vivent dans le jardin avec leurs habitats réversibles. Et donc du coup, les deux modèles sont possibles. Pour nous, en tout cas, ce qui est par contre nécessaire dans le modèle du hameau léger, et ce qui définit un hameau léger, c'est la non-propriété des habitants sur le foncier. En tout cas, sur un usage privatif, mais une non-propriété. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, nous, on souhaite, à travers le modèle du hameau léger, limiter la spéculation immobilière. Et on sait que la propriété individuelle, en fait, peut amener, et ce qui est tout à fait légitime, à avoir des formes de création de patrimoine. Je vais plutôt y aller comme ça. Et du coup, nous, en tout cas, ce qu'on demande à minima, c'est que le foncier peut très bien être, comment dire, euh, bâti ou non, mais par contre, les habitants ne doivent pas, enfin, en tout cas, sont locataires, alors via un bail qui sécurise l'installation, donc soit un bail amphithéotique, soit un bail réel solidaire, mais donc du coup, ce qui permet aux habitants d'être complètement, avoir tous les droits de propriété, sauf le droit de revendre pour limiter la spéculation immobilière. Et donc ça, on sait qu'on peut avoir des fois de temps en temps des demandes de propriétaires privés qui mettent de l'habitat léger dans leur terrain en disant bah, c'est un mot léger. En fait, pour nous, le terrain peut appartenir à un privé, mais l'usage doit être confié aux locataires, c'est-à-dire via un type de bail. Les locataires doivent pouvoir avoir un complet usage du terrain, mais de dissocier cette propriété du foncier du bâti, pour nous, c'est vraiment important et c'est ce qui est une des composantes du hameau léger. Voilà pour la réponse à ta question. Alors après, comme je n'ai pas le détail de ton projet, ça sera difficile pour moi de déterminer ou non si ton projet peut rentrer dans la case de la MOIG. Mais à ce moment-là, ce que je propose, c'est peut-être de recontacter l'association. Je laisserai le mail de l'association en fin de présentation, si peut-être pour aborder plus des questions plus précises. Peut-être, je vais prendre des questions dans le chat qui sont un petit peu là depuis un moment avant de prendre votre question, Nelly, Patricia, Alain et Laurent. Ouais, il y a un tout petit groupe, il y a un bon groupe. Alors, je ne sais plus par où. Alors, tac, tac, tac. Les questions, là, j'arrive au début. J'avais une question de Alban. Comment faire pour trouver un collectif? Bah, je pense avoir répondu. En tout cas, il y a une action dédiée à ça et vous pouvez également vous mettre sur la carte au trésor pour pouvoir ou contacter des gens qui sont sur la carte au trésor. S'il y a des gens près de chez vous, n'hésitez pas. Comment et où trouver d'autres personnes pour monter et rejoindre un collectif? Bah, voilà, j'ai répondu. Tac, tac, tac. En fait, ça a été répondu. Merci, merci Anne et Pierre. Ouais, on a des modérateurs et modératrices en direct, c'est trop bien. Alors, avant de se connaître, il faudrait avant de décider, il faudrait connaître le coût financier individuellement. Du coup, dans les ressources, dans les connaissances qui vous sont partagées, là, dans cette phase zéro, il y a des exemples de coûts, de ce que coûte combien un mot léger et le loyer payé, les habitats réversibles. Voilà, c'est détaillé. C'est difficile pour nous parce que comme chaque projet est unique, c'est difficile de vous donner un coût précis, mais on a plutôt mis des ordres d'idées pour vous aider à vous projeter. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas que ces connaissances vous seront utiles. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que parmi les hameaux légers installés, ce sont principalement des collectifs déjà créés avant leur installation à hameaux légers ou certains se sont créés au fur et à mesure? Eh bien, merci Anouk pour ta question. Les deux. On a, souvent dans les projets qu'on accompagne, on va avoir autant des projets où bah, en fait, des collectifs étaient déjà créés et ont candidaté à un projet qu'on accompagne et se sont lancés. Je pense par exemple au collectif Marcotte pour le projet du hameau léger à Plessé, donc dans Loire-Atlantique. Et à l'inverse, on a des projets où les collectifs se créent au moment où il y a une candidature qui est ouverte. C'est-à-dire que souvent, nous, dans les projets qu'on accompagne, et bah, du coup, on va avoir un appel à candidature, on va créer un événement de rencontre, et en fait, plein de gens ne se connaissent pas, et un collectif se crée à ce moment-là, et c'est même déjà la majorité des cas qu'on vit. Donc ça peut être les deux cas. Donc souvent, en tout cas, nous, ce qu'on conseille, c'est de mieux se préparer en amont grâce à cette phase zéro, donc que je vais pouvoir représenter. Mais c'est tout à fait possible de venir aussi euh, à des événements à mots légers pour créer un collectif et donc du coup se lancer. Ça peut être aussi possible de rejoindre un collectif existant, puisque des fois, s'il y a des collectifs qui vous intéressent autour de vous, n'hésitez pas à les rejoindre. Et donc du coup, ça se crée au fur et à mesure. Voilà, donc les deux cas sont possibles. Alors, j'ai une question de Lo47 Lo. Comment l'accompagnement de collectif auprès des communes, comment ça fonctionne? Et bah, du coup,
l'accompagnement de collectifs, de collectivités, pardon, et de collectifs auprès des communes. Comment ça se passe? Donc nous, chez Amolégé, en fait, on a fait le constat qu'à une époque, on accompagnait des collectifs directement. Sauf que le constat, c'est que c'était un accompagnement qui était difficilement économiquement viable. C'est-à-dire que les collectifs avaient peu de moyens pour financer, rémunérer un accompagnant ou une accompagnatrice pour aider un collectif à émerger. Et du coup, maintenant, on accompagne des collectivités avant tout. C'est-à-dire que les communes viennent nous voir, se décident de faire un projet de MOLIG, et ce qui permet de les accompagner pour dégrossir le projet. Ils ont du foncier, on voit avec elles quel foncier est disponible, on voit si c'est possible de faire un MOLIG, et une fois que c'est possible, on fait des appels à candidature pour trouver des collectifs. Et donc, c'est à ce moment-là, dans cet accompagnement, qu'on ouvre à toutes les personnes possibles et du coup, que toute personne, même un des individus qui souhaite venir, peut venir aux rencontres, candidater, en tout cas, donner une intention de candidature et à ce moment-là, formaliser un groupe avec des personnes qu'ils ont pu rencontrer durant un événement, durant cet événement de rencontre. Et du coup, candidater. Et si la commune est intéressée par un collectif, et bah, du coup, il y a une sélection qui se fait via un jury. Et du coup, après, le collectif est accompagné pendant 1 an par un accompagnant, une accompagnante de l'association Amolégé. Et donc, c'est un accompagnement qui est financé à travers la collectivité. En fait, c'est la collectivité qui nous finance via un accompagnement de 2 ans. Donc, vous avez un accompagnant, une accompagnante pendant 2 ans qui travaille sur l'accompagnement de projet. Et du coup, pour le rendre le plus accessible possible, c'est la collectivité qui le finance. Et elle, la collectivité, récupère cet argent dans l'investissement qu'elle aura mis pour créer le hameau léger. Bah, du coup, elle va l'échelonner sur une très longue durée, généralement 25 ans, ce qui fait que c'est les habitants dans leur petit montant de loyer qui vont faire en sorte que la commune puisse récupérer cet investissement, mais c'est indolore parce que c'est étalé sur une très longue durée. Voilà comment on accompagne et comment on finance notre accompagnement. Question de Jade, est-ce qu'on peut créer un hameau léger sur un terrain privé avec implication du propriétaire dans le collectif? Alors, oui, c'est possible. Pour nous, on voit aucun souci à ce que un mot léger se crée sur un terrain privé. Par contre, là, je mettrai une vigilance nos retours d'expérience. C'est qu'il n'y a pas de souci à ce qu'un propriétaire de terrain privé soit habitant du lieu. Par contre, pour nous, c'est important qu'il y ait vraiment une dissociation du foncier et du bâti. C'est-à-dire que nous, le risque qu'on voit sur le fait de vivre sur un terrain privé et que du coup le propriétaire vit avec nous, en fait, c'est qu'il n'y ait pas un équilibre dans les habitants. C'est-à-dire que dans les prises de décision, en fait, la voix de tout le monde ne sera pas au même niveau. Et donc, du coup, pour faire en sorte que ça soit équilibré, nous, ce qu'on demande, c'est que, en tout cas, pour qu'un mot léger respecte la charte des hameaux légers, c'est que le propriétaire privé donne un droit réel via un bail, notamment bail amphithéotique, en l'occurrence, parce que ça ne marchera pas en bail réel solidaire, mais en tout cas, via un bail amphithéotique, donne un droit d'accès aux habitants, ce qui fait que le propriétaire privé garde la propriété, mais n'a plus aucun droit d'usage en tant que propriétaire du lieu. C'est une association qui regroupe tous les habitants, donc les habitants locataires et le propriétaire qui devient aussi locataire, il a une double casquette, si je puis dire, et bah, du coup, il aura le même droit de vote, la même voix que tous les autres habitants, mais du coup, tout en gardant une casquette en étant propriétaire, mais sa casquette de propriétaire ne lui permet plus d'agir sur le terrain. C'est sa casquette de locataire, si je puis dire, son rôle de locataire, comme tous les autres, qui lui permet d'avoir la même voix que tous les autres locataires. Voilà. C'est une nuance pareille, encore une fois. C'est pour ça on prône pour la dissociation du foncier et du bâti. C'est pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui possèdent plus, en tout cas, n'aient pas une voix plus importante que ceux qui possèdent moins, en tout cas, qu'il y ait un équilibre entre toutes ces personnes. Voilà. Stéphanie, après, on va pouvoir prendre la question de Nelly, Patricia, Alain et Laurent. Y a-t-il un nombre de personnes minimum, maximum conseillé pour créer un mot léger? Alors, nous, aujourd'hui, les lieux de vie qu'on considère comme un mot léger, c'est entre 5 et 15 habitats. Donc 5 et 15 foyers. Dans ces foyers, vous pouvez mettre autant des personnes seules, des personnes en couple ou d'autres formes de relations, peu importe. Donc c'est ce qui va déterminer le nombre de personnes, avec ou sans enfants. Donc c'est difficile à répondre de manière précise, mais on va généralement entre une dizaine de personnes, si je puis dire, et
25 personnes à peu près dans les lieux. Mais donc voilà, c'est assez variable, tout dépend du lieu. En tout cas, on conseille un minimum pour pouvoir que ce soit viable économiquement et un maximum pour qu'il y ait une échelle de vie qui soit à taille humaine et de ne pas être dans des lieux, parce qu'il existe des habitats participatifs où il y a des fois 50, 100 familles, ça existe. Nous, on pense que le MOLG est plutôt un modèle à taille humaine et que si on est trop nombreux ou nombreuses, c'est difficile de se connaître. Voilà. Je vais repasser du coup sur les mains levées et après on pourra terminer avec les dernières questions dans le chat. Nelly, Patricia, Alain et Laurent, je vois il y a 4 prénoms. Bah voilà, je vous invite à poser votre question. Voilà, ça y est. Bon, bonsoir. Bonsoir. Bon, bah alors, nous, on est 4, comme vous pouvez le constater. Le collectif est là au grand complet. Donc, deux couples, hein, des jeunes retraités, puis des moins jeunes. Et alors, nous, on est en Normandie, on est au nord de Caen, sur la côte de Nacre. Et notre principale difficulté, ça va être de trouver des gens. Et quand on voit la carte au trésor, on voit que chez nous, il n'y a pas beaucoup de trésors. Bon, enfin, mais on constate aussi, quand on a vu tout à l'heure la première question, bah, qu'il y a des gens en ce moment qui nous écoutent, qui sont en Normandie. Donc voilà, on espère que en se mettant nous-mêmes sur la carte au trésor incessamment sous peu, on va pouvoir rencontrer ces gens-là. Déjà, parce qu'on cherche bien sûr à ce que ce soit intergénérationnel. Bien, on était assez parti aussi sur la possibilité d'un habitat en dur qui appartient à l'un d'entre nous, enfin à un des deux couples, et pouvoir, c'est justement ce que tu viens d'expliquer là. Il y a par contre une chose que moi personnellement je n'ai pas comprise, si c'était le cas, c'est-à-dire que le propriétaire devient locataire, etc., tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a donc un bail, c'est-à-dire amphithéotique aussi, pour 99 ans? Ouais. Bon, c'est bien gentil, mais on ne va pas vivre 99 ans. Donc, comment ça se passe? Parce que nous aussi, on a une problématique, c'est qu'il se trouve que les uns et les autres, on a des enfants, et que ces enfants, en plus, sont adultes handicapés, enfin, on en a 3 sur 4, ce qui est quand même beaucoup. Eh bien, comment on va transmettre après? Et ça, c'est un gros problème pour nous. Voilà. Ok, alors je vais bien que vous coupiez votre micro pour éviter l'écho. Donc je vais répondre aux 2 questions. Donc par rapport à la prise de contact, donc voilà, n'hésitez pas à vous rajouter la carte au trésor. Vous pouvez aussi, d'autres ressources qui existent, c'est aller voir d'autres réseaux parce qu'on n'est pas les seuls à faire de l'habitat participatif. Il y a aussi l'association Habitat Participatif France et l'association, pardon, la coopérative Oasis. Ces 2 réseaux, et notamment il y a leur carte aussi, n'hésitez pas à aller contacter peut-être des collectifs déjà existants qui peuvent vous mettre en relation avec d'autres personnes. En fait, nous aussi, on sait qu'en présentiel, des fois, dans des événements ou des associations locales, on peut trouver plus facilement des gens qui ont à peu près les mêmes valeurs et qui pourraient porter les mêmes projets. Par rapport au deuxième sujet, sur la question de la propriété et comment dire, de l'usage du foncier. Donc pour nous, hein, je rappelle, à un mot léger, pour nous, c'est important qu'il y ait une dissociation du foncier et du bâti pour plusieurs cas d'usage. Je prends un exemple. Imaginons que quelqu'un décide de s'installer en hameau léger, mais que du coup, si cette personne s'installait en habitat réversible sur un terrain et qui du coup était sur un propriétaire qui a tout pouvoir, bah, en fait, le risque qu'on voit, nous, c'est que, bah, imaginons que cette personne change d'avis, décède, transmet, revend son bien, et bah, du coup, la personne qui vit sur le lieu peut-être depuis 5, 10, 15 ans, bah, en fait, se retrouve en danger et peut être comment dire, j'ai envie de dire, invité à partir du foncier. Donc nous, pour faire en sorte que les habitants qui vivent sur le lieu, même s'ils ne sont pas propriétaires, aient une vraie sécurité d'installation, c'est pour ça qu'on utilise des outils comme le bail amphithéotique, en effet, alors qui ne va pas obligatoirement à 99 ans. Il peut aller de 18 à 99 ans. Nous, on milite pour que ce soit des longues durées, pour faire en sorte d'apporter une sécurité aux habitants. Par exemple, un foyer qui veut s'installer, qui a des enfants, qui veut pouvoir voilà, vivre sereinement pendant 10, 15, 20, 30, voire plus, aller jusqu'à la retraite et plus si affinité, et bah, du coup puisse avoir la pérennité dans le temps. Pour autant, le fait de signer un bail ne fait pas que, en fait, n'empêche pas les propriétaires du terrain de transmettre ce terrain par héritage. C'est juste que du coup,
si cette transmission, par exemple, un terrain avec un bail amphithéotique est transmis alors, avant ou suite à un décès, et bah, du coup, euh, en fait, le bail court toujours. Donc, ce qui fait que la nouvelle personne reste propriétaire, garde la propriété du terrain, mais comme le bail est signé, elle n'en a pas l'usage jusqu'à ce que le bail soit fini. Donc par contre, il est vrai que je vais être honnête avec vous, de mon expérience personnelle, il est vrai que revendre un terrain sur lequel il y a déjà un bail signé, bah, ça peut à la fois avoir des avantages parce que le nouveau propriétaire se dit, bah, je vais avoir un loyer qui tombe tous les mois, mais peut-être que si le propriétaire avait prévu de le réutiliser, le terrain, bah, il ne va pas l'acheter. Enfin, l'acheteur qui avait prévu d'acheter le terrain ne va pas l'acheter parce que du coup, ça n'intéresse pas. Donc là, c'est un choix clairement à faire selon vos besoins à titre personnel. Et là, il y a plusieurs enfin plusieurs questions à se poser en tant que je suis propriétaire, je souhaite transmettre et je souhaite créer un lieu de vie qui est non qui est non spéculatif et spéculatif et écologique. écologique. D'accord. Mais ce qui fait qu'on peut très bien créer, enfin, faire un bail amphithéotique assez court et on peut le renouveler du coup. C'est tout à fait C'est tout à possible. fait possible. C'est tout à fait C'est tout à possible. fait possible. Légalement, c'est Légalement, c'est possible. possible. Après, Après, chez Amoléger, nous, ce qu'on souhaite, par exemple, je vais donner un titre indicatif, hein. Nous, les projets aujourd'hui qu'on accompagne, en moyenne, ils sont entre 81 et 99 ans de bail. Souvent, après, c'est des propriétés de communes, puisque c'est des acteurs qui pensent sur du long terme. Mais on a, par exemple, un projet qui s'est fait avec un bailleur privé, en tout cas un propriétaire privé, et qui était OK de louer sur une très longue durée. En tout cas, nous, on agit pour faire en sorte que ce soit sur des longues durées. Je ne pourrais pas amener plus d'éléments, en tout cas. Là-dessus, c'est à vous vous poser la question de qu'est-ce que vous souhaitez créer comme type de projet. Je vois qu'il est 49. On va peut-être pas avoir tout le temps de répondre à toutes les questions. question. Euh, Euh, je veux bien je veux bien que... que. Ah, Nelly, merci pour les micros, parfait. Ça va pas être possible. Je pense que je vais en prendre dans l'ordre une ou deux dernières et après on va pouvoir aller vers la clôture. Et ça tombe bien, il y aura un temps de questions-réponses. Enfin, il y aura le prochain temps sera un temps de questions-réponses, donc on pourra y revenir par la suite. Donc ça, j'ai répondu. Pardon, tuc, tuc, tuc. J'avais. Alors, j'ai citoyen d'une commune propriétaire de terrains viabilisables et volontaires pour toute initiative d'État. Quel soutien possible considérant la pauvreté des budgets possibles allouables à des projets non marchands? C'est une question assez complexe. Ça va dépendre de la nature du propriétaire. Si c'est une collectivité, ça sera possible d'aller chercher des subventions, des financements publics, du mécénat. Si c'est, je veux bien faire attention. Merci pour les micros. Si c'est des propriétaires privés, bah, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, peu importe, ça sera comment dire, du financement bancaire ou financement par exemple par des acteurs autres comme la coopérative Oasis. Ça va être les solutions principales qui me viennent en tête. Tac, tac, tac. Ça, j'ai répondu. Et une dernière question que je peux voir. Non, là, je vois. J'avais répondu sur la propriété privée. Est-ce que le bail amphithéotique sur un terrain privé tient si le propriétaire meurt? Oui, en effet, il se transmet. Euh, Et je vais terminer sur cette question. Est-ce qu'il y a des homologés avec une activité économique partagée? Oui, 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 clairement. Alors, souvent, nous, on conseille d'avoir l'activité économique peut-être sur du fond. Tout dépend de l'activité économique. Mais souvent, les activités qui peuvent être créées, par exemple, artisan boulanger, avoir un café ou autre, souvent, ça se crée à côté. C'est-à-dire que dans les projets de homologie qu'on peut avoir, le lieu de vie reste un lieu de vie privé, mais quand il y a une activité économique, elle peut se créer dans un foncier qui est à côté. Donc, c'est à voir en fonction du foncier disponible, mais souvent, les communes sont intéressées pour soutenir ce développement d'activités. Ça peut être aussi sur le lieu de vie, par exemple des activités, comment dire, le collectif peut aussi prévoir par exemple une salle commune qui accueille du public pour des visites, pour, je sais pas, des activités de yoga, ou je prends vraiment des exemples qui me viennent en tête. Donc oui, oui, c'est possible. Tout dépend le type d'activité, comment vous les partagez. Voilà pour cette dernière question. Je vois qu'il y a une nouvelle main levée, Brigitte. Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir la prendre ce soir, parce qu'il est déjà 20h52 et j'aimerais respecter un engagement
d'arrêter à 21 heures. Mais vous inquiétez pas, le prochain temps sera dédié uniquement à des questions-réponses, donc le prochain webinaire, et ce qui m'amène à la conclusion de ce webinaire, je vais pouvoir vous présenter. Donc, dans les prochains pas pour conclure à 21 heures, donc je vous rappelle, le parcours, il est accessible en ligne. N'hésitez pas, enfin, je vous invite à aller consulter euh, pour en prendre connaissance et voilà, parcourir un petit peu tout ce qu'on a pu vous concocter en termes de ressources. Les prochains temps, je l'évoquais. Donc là, on a fait un webinaire de présentation et de lancement de la phase 0. Moi, je vous propose, c'est afin de nourrir, et je suis très content qu'il y ait autant de questions-réponses, ça me fait très plaisir à titre de voir ça. Il y a un webinaire à chaque fin de phase qu'on va organiser pour être vraiment en initiative questions-réponses. Et là, pas vraiment de temps descendant comme j'ai pu faire tout à l'heure. On va avoir 1 heure et demie dédiée à questions-réponses pour vous aider à vous avancer dans vos réflexions, approfondir des points que vous avez peut-être lus et que vous n'avez pas compris entièrement, remonter des choses que vous trouvez plus ou moins pertinentes ou voilà, discuter comme on a pu le faire. Ça sera le 16 décembre aussi à 19h30. La date est sur l'agenda de notre site et vous pourrez voilà, retrouver ce premier temps. On a prévu d'ici, donc en janvier 2026, de pouvoir sortir la phase 1 qui est dédiée à l'émergence du collectif et du projet. Donc là, on est en train de finaliser les contenus qu'on va vous préparer pour pouvoir le sortir en janvier et on vous partagera la date de lancement de cette phase 1 en temps voulu. Un dernier point qui n'est pas indiqué sur cette présentation, c'est qu'on a un autre webinaire, alors qui est autre, là, qui est un webinaire thématique, qui sera le 2 décembre, et du coup qui sera sur la thématique des croyances individuelles. Donc on aime bien organiser des webinaires thématiques dans lesquels des fois on fait intervenir des prestataires externes. Et bah du coup, ça sera le 2 décembre. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est présent sur notre agenda en ligne. Donc si vous êtes intéressé, c'est limité à 15 personnes parce que ce sera un format très interactif entre les participants. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pourrez retrouver les informations sur notre site. Avant de conclure et de vous partager les dernières informations, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, en fait, tout le contenu là qu'on vous diffuse, donc là maintenant le webinaire et les ressources, donc ont été soutenus par des acteurs, des financiers, notamment au service de l'État et l'ADEME, mais n'ont été financés qu'en toute petite partie. Aujourd'hui, ces actions de documentation, donc qu'on peut réaliser et qu'on diffuse gratuitement pour les rendre les plus accessibles, c'est quelque chose qui est difficilement viable en fait, c'est quelque chose c'est des actions qui demandent des dons. En fait, soit du mécénat privé, qui nous demande beaucoup d'énergie à aller chercher, soit du don public, ou les deux. C'est souvent les deux. Et du coup, aujourd'hui, on a une campagne de financement de fin d'année que vous pourrez retrouver à travers ce QR code et Bertille vous pourra vous partager le lien dans le chat. Et vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur le site web, hein, sur la page du parcours. Donc, c'est une campagne voilà, qu'on a lancée là en fin d'année et qu'on va laisser poursuivre jusqu'à la toute fin en 2025, auquel vous pouvez contribuer. On vous invite fortement, si vous avez la possibilité, vous ou vos proches, de faire un petit don. C'est défiscalisable. Les dons, voilà, vous récupérez 66% de ces dons si vous payez des impôts, bien sûr, si vous payez des impôts sur le revenu. Donc n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à inviter vos proches. Et dans cette campagne de dons, il y a des contreparties. Vous pouvez, en fonction du certain montant de dons, vous pouvez, par exemple, avoir notre livre Habiter léger. Il y a des places du prochain Festival Les Palourdes qui sont en pré-vente. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette campagne de dons vous-même, pour y participer vous-même ou pour la partager autour de vous. C'est important pour nous parce que de vous dire que ces ressources aujourd'hui, nous, on veut les rendre les plus accessibles possibles. Et en fait, on vous souhaite le faire en sorte que ce soit via une économie contributive et qu'on puisse voilà, avoir le soutien de nos bénéficiaires, si je puis dire, de personnes qui nous suivent, voilà, si ces personnes le peuvent. Et d'autres ressources avant de nous quitter que je vous partage. Donc sur notre site web, vous pouvez retrouver les projets accompagnés. On a notamment en ce moment voilà, des projets qui cherchent leurs futurs habitants et habitantes. Donc vous pourrez retrouver la liste des projets directement sur le
sur notre site web, donc amo-léger.org/projet, et vous pouvez filtrer les projets qui sont en recherche de collectif. Alors, il n'y a pas des collectifs partout en France, des projets à ce niveau-là partout en France, mais peut-être que vous découvrirez un projet qui peut vous intéresser près de chez vous. Et également, on a des formations et des événements, donc des formations présentielles ou en ligne, des événements. N'hésitez pas à aller voir sur notre agenda, amo-léger.org/agenda. Peut-être qu'il y aura des choses qui vous intéresseront, notamment les prochains webinaires, ils sont listés. Et voilà, bah merci beaucoup pour votre attention. On arrive à la fin, il est 20h58, voilà, on est rentré pile dans les temps. Merci beaucoup pour votre attention, pour ce lancement de parcours et cette présentation de la phase 0. Ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir autant de monde qui participe. Merci pour tous ces petits applaudissements. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et j'espère vous voir du coup le 16 décembre pour la suite de ce parcours, donc ce qui sera un webinaire questions-réponses. S'il y a des questions, voilà, réponses que vous n'avez pas euh, pu aborder ce soir, n'hésitez pas à revenir. Ce sera l'occasion de les aborder. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci, bonne soirée.